Il y a des investisseurs qui commencent à poursuivre. Et on oublie, et ça la presse occidentale en parle évidemment pas, c'est que non seulement il y a l'aspect des avoirs, il y a les avoirs qui risquent d'être effectivement nationalisés en réponse au vol des actifs russes, mais il y a en plus les marchés financiers. Parce qu'on ne se doute pas des dégâts qui ont été faits en 22 lorsque les marchés financiers ont été bloqués et que beaucoup d'investisseurs russes, mais aussi de gens qui ont investi sur des avoirs russes ou sur des actions russes ou sur des futures russes ont perdu comme argent. Alors, du côté américain, on ne semble pas tellement emballé à l'idée de suivre l'Union européenne dans sa politique de vol des actifs russes. Les États-Unis freinent le plan du G7 visant à élargir l'utilisation des avoirs russes. Selon des sources proches des discussions, les États-Unis se montrent réticents face au plan de l'Union européenne pour élargir l'utilisation des avoirs russes gelés afin de soutenir l'Ukraine. La résistance des États-Unis coïncide avec de nouveaux efforts déployés par la Maison-Blanche pour mettre fin au combat en Ukraine. En revanche, le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a annoncé un renforcement des sanctions contre la Russie qui porte essentiellement sur les deux compagnies pétrolières, Rosneft et Lukoil. Il n'est pour autant pas question des fameuses sanctions secondaires évoquées l'été dernier. Donc, soit ce jour, soit à la première heure demain, nous allons annoncer un durcissement considérable des sanctions contre la Russie. Je ne vous donne donc pas de sanctions concrètes, mais je peux vous dire quelles seront parmi les sanctions les plus pesantes jamais imposées à la Fédération de Russie. Donc là, je reviens vers vous. Forcément, Gilles Rémy, vous avez noté que donc déjà ces sanctions n'étaient pas finalement si graves contre la Russie. C'est une première chose que vous avez dit tout à l'heure. Et deuxièmement, vous avez dit aussi que oui, il y a peu de chances que les États-Unis veuillent saisir les actifs, même s'ils en ont peu. Je crois que c'est 8 milliards de dollars d'obligations achetées par la Russie. Donc finalement, ils seraient presque tentés de nous pousser à commettre cette erreur. Et puis eux, de leur côté, business as usual. Oui, c'est-à-dire que c'est la crédibilité du dollar qui est en cause quand vous vous comportez de cette manière-là. Parce que il y a des pays qui ont clairement fait passer des messages, c'est-à-dire les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, en disant si vous touchez aux réserves, comment pourra-t-on avoir confiance dans le système financier européen ? Donc il y a une vraie menace sur l'Europe. Donc les États-Unis ne sont pas fous, ils vont pas. Le dollar, c'est quand même quelque chose qui compte dans leur puissance économique. Et puis sur ces sanctions, je voudrais dire aussi, c'est pas tout à fait le cas aux États-Unis, mais on parle de réserves souveraines, donc de l'État russe, etc. Mais dans les plus de 200 milliards qui sont bloqués en Europe et particulièrement chez Euroclear, il y a à peu près 20 à 25%, c'est-à-dire 60 milliards à peu près, qui sont des avoirs privés d'entreprises et de particuliers russes, qui ne sont pas sous sanction. Et simplement, ils sont bloqués parce que les mandataires, les gérants, étaient soit des banques, soit des organisations russes qui sont passées sous sanction. Mais ces gens-là ne sont en rien concernés. Donc on imagine le risque juridique financier qui pèse là-dessus, puisque ces entreprises ont réellement le droit de récupérer à tout moment leurs actifs.